Donc, bonjour à tous. Donc, 13h30, on va commencer ce webinaire sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Quelles actions à mener rapidement pour nos établissements scolaires, pour nos OGEC? Donc, le dispositif éco-tertiaire, qu'est-ce que le tertiaire, on parle de ça, mais qu'est-ce qu'il en est? En fait, c'est toutes les activités du secteur tertiaire, c'est-à-dire qui sont caractérisées par la délivrance de services, les bureaux, les commerces, l'enseignement. Donc, on est bien éligible à ce dispositif. De plus, ça concerne un certain métrage de bâtiments. Donc, le dispositif économie tertiaire va concerner nos établissements scolaires dont la surface plancher est supérieure à 1000 m². Voilà, un peu pour cibler les personnes éligibles à ce dispositif. L'objectif de ce webinaire, 3 points, c'est quelles sont les conséquences de cette réglementation pour nos établissements, quelles sont les obligations qui vont en découler et surtout quelles vont être les actions à mener courant 2020. Donc, pour ce webinaire, je vais être assistée par 2 personnes. Premièrement, Olivier Broggi, qui est responsable efficacité énergétique chez CEGIBAT, donc qui est un service de GRDF, un service expert, et Adeline Lecomte, qui est chef du marché tertiaire chez GRDF. Donc, nous allons voir déjà, je vais laisser la parole à Adeline pour présenter un peu GRDF. Et ensuite, nous verrons plus en détail le décryptage du décret tertiaire, quelles vont être les déclarations à faire sur le serveur Opérate, et puis après, quelles aides vous pouvez avoir auprès de GRDF et les interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. Donc, je vais laisser la place à Adeline, la parole, pour présenter rapidement le rôle de GRDF. Merci Sophie, bonjour à tous. Donc, je vous remercie déjà de la Fédération des OGEC de nous avoir conviés à ce webinaire sur le décret tertiaire. Je voulais commencer assez rapidement juste par resituer qui était GRDF. Donc, GRDF, c'est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France. Donc, il dessert un peu plus de 200 000 km de réseau et à peu près 11 millions de clients. Donc, ça représente plus de 9500 communes qui sont desservies en gaz. Et donc, je vous ai mis la petite carte, on en reparlera à la fin de notre organisation. Nous, on est organisé en 6 régions principales. On pourra y revenir après sur les interlocuteurs si vous avez besoin d'accompagnement. J'insiste aussi un peu sur le fait, c'est pas forcément évident, GRDF, c'est vraiment le distributeur de gaz, donc ce n'est pas le fournisseur. GRDF agit pour le compte des fournisseurs d'énergie. Et donc, du coup, achemine le gaz jusqu'aux 11 millions de clients finaux, des clients qui sont à la fois des clients particuliers et des clients professionnels que vous êtes. Alors ensuite, je voulais dire un mot également sur la slide suivante sur l'engagement en fait, quand même de GRDF dans la transition énergétique. GRDF, effectivement, a signé un contrat de service public depuis plusieurs années déjà avec l'État. Et dans ce contrat de service public, il y a un certain nombre de missions. L'une des missions principales, bien sûr, c'est d'acheminer le gaz en toute sécurité, donc d'entretenir les réseaux, et la sécurité est notre priorité, j'ai envie de dire, numéro 1. Mais la transition énergétique est également une priorité, notamment avec le verdissement du gaz. Je vais dire un mot juste sur le verdissement du gaz. Effectivement, on a un objectif ambitieux qui est 100% de gaz vert dans les réseaux à l'horizon 2050, avec un passage à 10% de gaz vert en 2030. Le gaz vert, c'est simplement du gaz qu'on appelle aussi biométhane, qui est produit par la dégradation organique en fait des déchets, notamment des déchets agricoles. Et c'est déjà une réalité puisque à fin janvier, on avait 224 sites d'injection de biométhane qui sont répartis un peu partout sur le territoire français, qui représentaient 4 TWh de gaz vert dans les réseaux. Alors, en termes de mission également, GRDF a la casquette vraiment d'expertise sur tout ce qui est solutions gaz, couplées à des énergies nouvelles, solutions hybrides, et notamment la compatibilité de ces solutions avec les réglementations en vigueur. Alors, je voulais également aussi dire que l'enseignement, sur la slide suivante, je voulais faire un focus sur l'enseignement et l'énergie. L'énergie, c'est quand même quelque chose d'assez important dans l'enseignement. On recense à ce jour plus de 65 000 établissements scolaires, dont plus de 9 000 établissements sont des établissements privés. Et donc, si on regarde les consommations de ce secteur enseignement, donc ça va de l'école maternelle au bâtiment d'enseignement supérieur, on a quand même 25 TWh par an d'énergie
Donc c'est quand même une part importante aussi de la consommation énergétique en France. Et les bâtiments d'enseignement ont des besoins importants, notamment en chauffage et en eau chaude. Je vous ai mis sur le petit diagramme en bas, on voit la répartition de cette consommation, là, nos 25 TWh, suivant les types d'établissements. On a à peu près 9 TWh qui sont consommés par les bâtiments d'enseignement primaire, donc ce sont les primaires et les maternelles. Ensuite viennent les collèges en vert foncé avec 6 TWh, et puis à peu près à part égale, on a une consommation de l'ordre de 5,2, 5,3 TWh pour les lycées, et puis les bâtiments d'enseignement supérieur. Dans cette part d'énergie, le gaz est quand même important. Il représente à peu près la moitié de la consommation énergétique des bâtiments d'enseignement. On est sur le petit diagramme de droite, on est à 11,6 TWh, donc sur 25, ça fait quasiment la moitié. Donc la moitié de cette énergie est fournie actuellement par du gaz. Donc c'est un sujet également, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avions voulu nous rapprocher de la Fédération des OGEC pour parler de ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait c'était juste effectivement un rapide balayage de GRDF et du positionnement de GRDF dans le paysage énergétique français. L'objet de la séquence aujourd'hui, c'est de vous apporter quelques éléments de décryptage sur le décret tertiaire, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'imagine, on avait également vu qu'il y avait plusieurs questions, qu'on essaiera d'y répondre le plus possible, et sinon, on y répondra certainement par la suite. Sur le calendrier, effectivement, un rapide mot pour dire que ce décret tertiaire, finalement, il n'est pas tellement nouveau. On l'attend depuis quand même très longtemps. Dès 2010, on a eu des discussions avec la loi Grenelle 2 sur des actions d'amélioration du bâti pour les bâtiments tertiaires. Et puis en 2015, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc à 2 reprises, on a des décrets qui ont été annulés. Et puis il faut attendre 2018 pour que la loi Elan, qui est la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, porte vraiment dans ses textes les obligations de réduction de consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires. Et c'est le décret tertiaire, donc on appelle décret tertiaire, mais le vrai nom c'est le décret éco-énergie tertiaire, qui est le décret d'application de cette loi Elan, qui est sorti le 23 juillet 2019 et qui est voté. Hein. C'est un texte qui est bien en vigueur, qui entérine donc ces actions, ces obligations, on va revenir dessus, de réduction de consommation dans les bâtiments à usage tertiaire. Alors, comme tout décret, ce décret a été suivi de plusieurs textes d'application. On a un premier arrêté qui est sorti il y a 1 an. C'était ce qu'on appelle l'arrêté méthode, en fait, qui est beaucoup plus précis et qui détaille, en fait, la méthodologie d'application de ces obligations de réduction. Et puis, plus récemment, est sorti un arrêté qu'on appelle l'arrêté seuil. Il est sorti en janvier avec une date, la date était inscrite en novembre, et en fait, il fixe, on va revenir dessus aussi, les seuils de consommation maximaux pour les bâtiments de bureaux, d'enseignement, justement, primaire et secondaire, et de logistique du froid. Donc ça concerne qu'une partie du tertiaire, puisque finalement, on a d'autres segments du tertiaire qui n'ont pas encore vu de texte sortir, tout ce qui est la santé, les commerces, etc. Donc le processus n'est pas terminé concernant le décret tertiaire, ça devrait arriver dans le courant de l'année. Néanmoins, on a déjà des échéances, on va revenir dessus après. Première échéance le 30 septembre 2021. Où là, effectivement, chaque assujetti va devoir enregistrer ses bâtiments dans Opera. Donc on va revenir plus longuement par la suite, avec une échéance repoussée aussi au 30 septembre 2022 pour une deuxième phase d'enregistrement sur les consommations de référence. Et puis, la première échéance en termes de réduction effective, c'est 2030. Alors, du coup, ce décret tertiaire, qui concerne-t-il? Quels sont les assujettis au décret tertiaire? Le décret tertiaire, il concerne en fait vraiment tous les établissements à usage tertiaire existants à la date de publication de la loi Elan, c'est-à-dire le 24 novembre 2018. Il va concerner, on reviendra dessus en détail après, autant j'ai envie de dire les propriétaires que les exploitants d'un établissement qui répond à ces critères-là. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Le cas classique, on va dire facile, qui est un bâtiment exclusivement tertiaire qui a une surface de plancher supérieure à 1000 m², donc ça, effectivement, il rentre dans le scope. Mais il va également concerner des bâtiments qui ont un usage mixte, donc ça peut être, par exemple, je pense à un bâtiment industriel, qui a des bâtiments de bureaux, et les bâtiments de bureaux sont des activités tertiaires, donc avec des surfaces supérieures à 1000 m², ils rentrent également dans le scope de ce décret tertiaire. Et puis, on a aussi le cas de figure où on a un ensemble de bâtiments qui sont sur une même unité foncière à usage tertiaire. Si on somme les surfaces, on a une surface supérieure à 1000 m², et bien ça aussi, ça rentre dans le scope. Donc, c'est typiquement le cas de bâtiments, par exemple, dans un établissement où on aurait plusieurs bâtiments sur la même parcelle.
Et effectivement, individuellement, chaque bâtiment ne fait pas 1000 m², mais si on somme les surfaces, on est bien sur une surface supérieure à 1000 m², donc ça rentre dans le scope du décret tertiaire. Ce qui est exclu explicitement, ce sont les lieux de construction provisoire. Donc ça, ce sont par exemple les bâtiments de chantier, voilà, quand il y a des chantiers, des choses comme ça. Les lieux de culte, ça c'est explicitement exclu. Et puis les bâtiments de sécurité, défense civile, donc tout ce qui est du domaine de l'armée, qui n'entre pas dans le scope de bâtiments tertiaires. Et puis bien sûr, les logements ne sont pas partie du décret tertiaire. Il est possible, dans le cas d'un patrimoine, c'est-à-dire de plusieurs bâtiments qui sont soumis à cette obligation de réduction, de mutualiser les résultats. Donc ça, on va revoir ça aussi plus en détail après. Ça sera effectivement une possibilité, une petite souplesse qui est donnée dans le cadre d'un patrimoine, on va dire, de plusieurs bâtiments. J'apporte juste une précision. Ça marche, le micro? Oui, oui, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, juste une précision pour les groupes scolaires, parce qu'on a eu plusieurs questions, notamment de plusieurs bâtiments qui seraient sur une même parcelle, de moins de 1000 m² chacun. Donc, par exemple, 4 fois 250 m². Donc, là, dans ce cas-là, vous allez bien être éligible et assujetti, en fait, au décret tertiaire, ce qui va être le cas d'un certain nombre de nos établissements. Donc, ce n'est pas bâtiment par bâtiment. Si vous êtes vraiment sur une même assise foncière, il faudra cumuler les mètres carrés et vous pourrez dépasser les 1000 m² relativement facilement. Voilà, je laisse la parole à Adeline. Oui, merci. Effectivement, je ne vois pas forcément les questions. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. On y répondra au fil de l'eau, il n'y a pas de problème. Alors voilà, là, ça répondait un peu à la question qui. Maintenant, on va essayer de répondre à la question quoi. En fait, de quoi s'agit-il dans ce décret tertiaire? Quelles sont les obligations de réduction des consommations? Alors, premier point qui me semble important, c'est qu'on parle de consommation finale. On est en énergie finale, c'est-à-dire que tous les usages vont être considérés. On va vraiment regarder la consommation telle qu'elle est facturée sur les factures de toutes les énergies. Alors, ce décret demande des obligations de réduction à 3 échéances, donc 2030, 2040 et 2050. On va demander à chaque assujetti de définir une consommation de référence. Cette consommation de référence, c'est l'assujetti qui va la déterminer, la choisir et la enregistrer, ensuite on verra. Et elle devra être située sur la période située entre 2010 et 2019. Donc 2020 est exclu, vu que c'est une année un peu atypique. Donc il faudra que chaque assujetti renseigne cette information. Et donc on verra, il a jusqu'au 30 septembre 2022 pour faire cet exercice-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on demande à chaque assujetti d'aller chercher une consommation de référence? Parce qu'en fait, au niveau des obligations de réduction, ça va prendre deux formes possibles, sachant que, j'insiste, je le redirai par la suite, l'assujetti n'aura pas à choisir sur l'option 1 ou l'option 2. En fait, tout va se faire un peu automatiquement, mais c'est pour essayer de répondre le plus possible aux caractéristiques différentes des bâtiments et des situations. L'option 1, qu'on appelle ici l'option valeur relative, ça veut dire qu'il va falloir, donc, par rapport à cette fameuse consommation de référence, faire moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et puis moins 60% en 2050. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une référence, c'est ce qu'on voit en rouge. Premier palier à moins 40% en 2030, puis deuxième palier en vert clair en 2040 à moins 50, et puis donc l'ambition c'est moins 60% en 2050. Donc ambition assez forte. C'est ce qu'on appelle l'option valeur relative, donc on se compare par rapport à une consommation de référence. Je profite pour dire que pour les bâtiments au gaz, GRDF peut vous accompagner à récupérer cet historique de consommation sur la période 2010-2019. Donc c'est quelque chose qui est quand même important à faire, à regarder quelle est la consommation de référence par rapport à laquelle je vais me comparer, notamment s'il y a eu des travaux effectués sur cette période. Il sera certainement plus pertinent de prendre la consommation avant que les travaux soient effectués. Et puis, effectivement, pour les bâtiments qui sont, on va voir, il y a une opposition un peu entre les bâtiments qui sont, on va dire, assez anciens, qui n'ont pas fait l'objet de rénovation récente, qui auront plus intérêt, on va dire, en termes de stratégie à viser cette option. En revanche, les bâtiments qui sont plus récents, c'est pour ça qu'il y a une deuxième option qui a été créée, auront peut-être plus de facilité à atteindre l'option qu'on appelle valeur absolue. Donc ça, c'est une deuxième option. C'est en fait des seuils de consommation qui ont été définis par le gouvernement, notamment par le texte dont je vous ai parlé qui est sorti en janvier dernier, ce qu'on appelle l'arrêté seuil.
Donc, ce texte fixe des seuils maximaux de consommation en kilowattheure par mètre carré par an. Et donc, c'est ce qu'on appelle sur la droite le Cmax, consommation max, égale, alors il y a deux composantes. On a un terme qu'on appelle la composante CVC, pour chauffage, ventilation, climatisation. Donc, c'est une composante qui, en fait, est définie pour chaque typologie de bâtiment, pour chaque sous-segment également, puisque dans l'enseignement, on va avoir des seuils qui vont être définis pour les écoles maternelles, pour les écoles élémentaires, pour les salles périscolaires, pour les collèges. Voilà, on a vraiment différentes typologies effectivement, en fonction du bâtiment, le seuil ne sera pas le même. Ce seuil CVC, il va dépendre également de la zone climatique, puisqu'en France, on a 3 grandes zones climatiques. Et donc, du coup, suivant que vous êtes, n'importe quoi, à Lille ou à Marseille, évidemment, vous n'allez pas consommer pareil. Donc, ce seuil-là va dépendre à la fois de la typologie de votre bâtiment, de votre emplacement et de l'altitude. Donc, tout cela est fixé par l'arrêté qui a été publié donc, en janvier dernier. On a des grands tableaux, il y en a un en annexe de la présentation. Si on a le temps, on pourra aller voir après. Et puis, à ce seuil-là, s'ajoute un autre seuil, une autre composante qu'on appelle use, qui en fait, lui, est une composante de consommation qui est complètement liée aux usages spécifiques, donc qui n'est pas liée au climat. Donc, par exemple, tout ce qui est éclairage ou eau chaude, ce sont des choses qui ne sont pas liées au climat et qui sont plutôt liées à l'activité du bâtiment. Donc, le seuil use sera effectivement indiqué pour un bâtiment d'enseignement maternel, un bâtiment d'enseignement élémentaire, etc. Donc, la somme des deux, ça nous donne un seuil maximal de consommation en kilowattheure par mètre carré par an. Et c'est ce seuil qu'il ne faut pas dépasser pour répondre aux objectifs du décret tertiaire. Ce qu'on voit de façon un peu en amont dans les études qu'on a pu commencer à faire, c'est que pour les bâtiments qui sont relativement récents ou qui ont fait l'objet de rénovation, on va dire, sur cette période, la 2010-2019, et qui ont donc un niveau de consommation convenable, il nous semble plus simple, plus facile, on va dire, d'atteindre cette deuxième option, plutôt que de faire du moins 60% sur une consommation qui est déjà à un niveau raisonnable. Voilà, mais cela, encore une fois, je le redis, il n'y aura pas de choix à faire entre les deux options. En fait, les deux options, tout sera automatique via la plateforme Opéra de l'ADEME dont on va parler juste après. Ce qu'il sera, par contre, important à faire, c'est que dans les deux cas, il sera nécessaire pour chacun d'aller remplir sa consommation de référence. Et donc, chaque assujetti a jusqu'au 30 septembre 2022 pour choisir cette consommation de référence. Et donc, GRDF peut vous aider pour les bâtiments au gaz à récupérer déjà cet historique, si vous ne l'avez pas, en ce qui concerne bien sûr le gaz, pour essayer effectivement de déterminer quelle est la consommation, quelle est l'année de référence la plus intéressante. Alors voilà, donc là c'était sur vraiment l'obligation de réduction de consommation. Ça c'est l'obligation du décret tertiaire. En revanche, pour moi, il y a une autre obligation qui en fait en est une toutefois. C'est une obligation de reporting et de suivi annuel. C'est-à-dire que dès cette année, dès le 30 septembre, chaque année, chaque assujetti va devoir déclarer ses consommations annuelles dans la plateforme Opéra de l'ADEME. Donc on va revenir effectivement sur Opéra un petit peu après. C'est vraiment une obligation dans le sens où il y a effectivement, tout va se passer sur cette plateforme. Après avoir enregistré son bâtiment, on va le revoir après, tout ce qu'il va falloir faire avec le calendrier. Cette plateforme, elle va être opérationnelle dès le mois de mai, là, et donc dès le 30 septembre de cette année, il va falloir aller créer, et remplir en fait cette plateforme avec toutes les informations nécessaires. Cette plateforme, elle a plusieurs rôles, on va le voir, et notamment, c'est elle qui va permettre la notation avec le système éco-énergie tertiaire. Ce système éco-énergie tertiaire, ça va permettre en fait de justifier pour chaque assujetti du fait qu'il a bien rempli ses obligations et qu'il a bien fait des actions de réduction de consommation. Donc, il y a un système de notation qui va se mettre en place, c'est ce que vous voyez sur le slide, avec un système de feuilles. Donc en fait de la feuille grise qui est en fait les objectifs ne sont pas du tout atteints au système de 3 feuilles vertes où là c'est vraiment excellent et ça veut dire que les obligations sont bien remplies. Alors, il est quand même prévu une procédure de sanction, notamment administrative. Si effectivement déjà il n'y a pas de déclaration des bâtiments sur la plateforme, donc on a toute une procédure qui est décrite dans le texte. Procédure de mise en demeure, de rappel plusieurs fois, puis la mise en demeure. Et puis, en fait, l'idée de ce texte, c'est pas forcément d'avoir de très grosses sanctions,
du moins ce qu'on en a compris jusqu'à présent, c'est plutôt un système d'affichage, ce qu'ils appellent le name and shame, sur le site de l'État. Donc sur chaque site de la préfecture, en fait, les bâtiments qui n'ont pas rempli leur obligation à la fois de déclaration sur la plateforme et puis également, après, en deuxième lieu, de ne pas avoir atteint les objectifs, verront leur nom publié sur le site de préfecture, donc de leur région. Voilà, ça c'est un petit peu la philosophie du texte. Il est prévu toutefois des sanctions financières. Vraiment, je dirais en dernier recours, hein, après tous ces systèmes-là, il est indiqué dans le texte 7 500 € par personne morale. Ce qui n'est pas clair pour nous à ce stade, c'est est-ce que ce sont des sanctions qui s'appliquent aux dates échéances, c'est-à-dire 3 fois, 2030, 2040, 2050, ou alors est-ce que ça sera tous les ans? Voilà, c'est pas, encore pour nous, c'est pas clair, ce n'est pas précisé dans le texte, et donc ça sera certainement précisé au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, alors voilà, donc maintenant on va passer à la partie vraiment Opéra, donc la plateforme hein, de l'ADEME. Donc je vais laisser la parole à Olivier. Voilà, bonjour à tous. Donc Opéra, c'est la plateforme de l'ADEME qui a été mise en place pour pouvoir gérer tout ça. Ça veut dire Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation des actions du tertiaire. Ça, c'est son petit nom. Et donc la première chose qui va vous être demandée, c'est d'aller créer un compte en fait sur la plateforme Opéra et dans un premier temps d'identifier votre patrimoine tertiaire. Donc d'identifier votre patrimoine en termes pour savoir ceux qui font plus de 1000 m² des autres. Et après, pour chacun de ces bâtiments qui font sur une même parcelle, ceux qui font, dans la somme fait plus de 1000 m², il va falloir mentionner là où les activités tertiaires qui y sont exercées, les surfaces soumises à obligation et les consommations au compteur par type d'énergie, gaz, élec, bois, réseau de chaleur, etc., etc. Comme l'a dit Adeline, la première référence, il faudra la donner en 2022, ce sera l'année il va falloir donner la consommation de référence, et ensuite renseigner les caractères d'intensité d'usage. Par exemple, pour tout ce qui est enseignement, l'intensité d'usage, c'est le nombre de jours, d'heures d'utilisation du bâtiment par an. Il y a une notion qui est donnée, mais votre bâtiment peut faire plus. Par exemple, si vous ouvrez l'été pour faire centre de loisirs, par exemple, ou pendant les fêtes, les différentes vacances. Il faudra ensuite, on pourra rentrer les consommations liées à la recharge des véhicules électriques et les droits d'accès à la transmission de ces données. Voilà ce qu'il va falloir faire en premier temps dans Opéra. Et ensuite, autre chose sur le slide suivant, c'est qu'il y a une co-responsabilité entre le propriétaire, si on peut avancer d'un slide, entre le propriétaire et l'exploitant du site, donc ou si on peut voir ça entre le propriétaire et le locataire, parce que l'obligation, l'obligation de réduction de consommation, elle impute en fait aux deux. Il peut y avoir des actions de fait sur le bâti, dans ces cas-là, elles sont plutôt de la responsabilité du propriétaire, mais on peut aussi mettre en place des actions de sensibilisation des occupants, par exemple, dans ces cas-là, c'est plutôt le locataire. Donc les deux, en fait, sont soumis à l'obligation, les deux doivent se transmettre, se communiquer mutuellement les consommations annuelles énergétiques, etc. Il faut définir lequel des deux va aller rentrer les valeurs dans la plateforme Opéra, et c'est ensemble donc qu'ils vont mener la barque jusqu'à atteindre soit le moins 40, moins 50% d'économie d'énergie, soit atteindre la valeur absolue, tout dépendra de l'objectif qu'ils se sont fixés. Opéra a une double mission sur le slide d'après. Premièrement, c'est de suivre et de recueillir les consommations année après année. Il peut y avoir de la modulation par rapport, bien évidemment, Opéra fera une modulation par rapport à la rigueur climatique, donc par rapport au DJU. Il peut y avoir aussi de la modulation par rapport au volume d'activité, à partir de l'indicteur d'intensité d'usage, parce que sur cette longue période, ça peut changer, l'activité peut changer dans le bâtiment. La variation climatique, j'en ai parlé, et donnera en même temps une information sur les émissions de gaz à effet de serre, selon la nature des énergies utilisées, et enfin, donnera la plateforme Opéra une attestation numérique annuelle à la demande du propriétaire. Et ensuite, l'autre objectif d'Opéra, c'est de collecter toutes les données de tous les bâtiments de plus de 1000 m² d'enseignement. C'est donc après de voir une base qui sera anonymisée, et chaque maître d'ouvrage pourra ensuite donc venir se comparer par rapport à ses confrères sur un même secteur pour voir ce qu'ils sont capables d'atteindre ou pas. Et donc, on pourra faire des comparaisons au niveau de soit toute une activité, au niveau national, régional ou départemental. Ensuite, Adeline en a un petit peu parlé, la mutualisation des résultats. Mutualisation des résultats, c'est que on peut
traiter une partie, si on est propriétaire d'un parc, on peut dire qu'on va atteindre l'objectif, entre guillemets, au niveau du parc. C'est-à-dire que les bâtiments les moins performants vont pouvoir être peut-être compensés par les bâtiments les plus performants. Donc, on peut jouer à ça et donc jouer la carte, non pas bâtiment par bâtiment, mais à la maille d'un parc qu'on définira dans Opera, donc pour faire cette mutualisation des résultats. Et la phrase qui dit il s'agit donc d'une mutualisation des résultats et non un objectif à part entière à l'échelle de toute ou partie d'un patrimoine, sous-entend que la volonté de l'État est que chaque bâtiment réussisse à atteindre son objectif et que cette notion de les très bons bâtiments viennent compenser les très mauvais, c'est pas, on va dire, leur volonté première. Dernier petit point, la modulation des objectifs. Alors, les objectifs peuvent être modulés suivant plusieurs choses, selon le volume d'activité, selon les contraintes sur le bâti et selon le coût des actions. Il y a des temps de retour, on peut essayer de se sortir de ce décret tertiaire par des notions de temps de retour, si les temps de retour pour atteindre l'objectif fixé sont démesurés. Mais dans ces cas-là, il va falloir monter un dossier technique complet pour pouvoir justifier qu'on a quand même tout essayé et que tous les leviers d'action ont été mobilisés et qu'on n'y arrive pas. Ensuite, il peut y avoir des contraintes sur le bâti, risque de pathologie sur le bâti, l'impossibilité d'intervenir sur l'enveloppe parce que l'enveloppe est classée par exemple, le droit au sol aussi, on ne peut pas mettre une isolation par l'extérieur par exemple si on empiète par exemple sur la voie publique, on n'est plus chez nous. Donc, on a des possibilités comme ça de se sortir et de se soustraire à ce décret tertiaire, mais dans ces cas-là, il va falloir monter un dossier technique complet, solide, pour pouvoir justifier qu'on a quand même tout essayé, mais que de ce côté-là, on n'y arrive pas. Le slide suivant, c'est pour vous montrer à quoi ressemble Opera aujourd'hui. Donc Opera aujourd'hui, on était au téléphone avec eux avant-hier. C'est pour l'instant beaucoup une foire aux questions qui est assez bien faite. Donc si vous avez des questions qui vous posez, parce que tout n'est pas encore cadré dedans, il y a pas mal de réponses déjà là-dedans. Et pour l'instant, ce que vous pouvez faire dans Opera, c'est créer votre compte, mais pour l'instant, c'est tout. Par contre, comme l'a dit Adeline, je crois que c'est à partir de mai, on va pouvoir commencer à rentrer le patrimoine et les consommations de l'année en cours. Et après, on a jusqu'à 2022, septembre 2022, pour définir sa consommation de référence. Celle qui servira de base pour atteindre soit après la valeur absolue, comme l'a dit Adeline, soit atteindre la valeur relative du moins 40, moins 50, moins 60%. Alors, pour vous aider en région, Adeline l'a dit, on est divisé en 6 régions et on a des interlocuteurs à vous proposer par région. Parce que GRDF dispose d'un réseau de responsables énergie et de conseillers territoriaux qui sont répartis dans les différentes régions et sur tous les territoires. Ce sont vos interlocuteurs dédiés qui vont vous accompagner dans vos projets et qui peuvent vous aider aussi à décrypter cette loi Elan. Ensuite, GRDF dispose aussi en région d'un réseau d'experts CESIBAT. Ces ingénieurs efficacité énergétique, eux, seront en capacité de discuter avec vos bureaux d'études pour essayer de définir le meilleur scénario possible pour atteindre l'objectif que vous serez fixé. Et enfin, GRDF peut vous aider à communiquer sur vos réalisations afin de les valoriser et d'en faire la promotion. Donc, dans le slide suivant, je pense que vous disposerez du diaporama ceux qui sont inscrits à ce webinaire, vous disposerez du diaporama à la fin. Vous avez ici, on vous propose ici un interlocuteur par région pour, avec ses coordonnées et son mail et son numéro de téléphone portable, pour vous accompagner si vous avez des questions sur cette loi Elan, et eux, après, feront le transfert, soit vers l'ingénieur efficacité énergétique de leur pôle, pour si on doit rentrer dans le vif du sujet avec un bureau d'études. Voilà, on en a à peu près fini avec notre présentation. Il restait, on nous avait dit, 30 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Je pense qu'on est pas mal dans les temps. Alors, je ne sais pas si Sophie, s'il y a des questions qui sont tombées. Moi, je n'ai pas regardé le chat en même temps. Hein, donc, Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je crois, Sophie, il y a pas ton micro est éteint. Merci, excusez-moi. Oui, effectivement, donc moi, j'ai repris quelques questions que je vais vous reposer. Donc, une précision donc, pour tout le monde, effectivement, le support sera disponible.
D'autre part, pour approfondir ces questions sur l'efficacité énergétique et la mise en œuvre du décret tertiaire, c'est vrai que là, on s'est vraiment centré sur les échéances à court terme et cette plateforme opérate qu'il va falloir remplir. Lors de la journée immobilier qui va avoir lieu le 27 mai, toute la matinée va être consacrée à ce décret tertiaire et notamment l'optimisation des travaux de rénovation énergétique sur effectivement est-ce qu'il peut être intéressant de faire un audit énergétique même s'il n'est pas obligatoire, faire des autodiagnostics, etc. Donc, vous aurez beaucoup plus d'éléments pour la mise en œuvre du décret tertiaire lors de la journée immobilier. Donc, au niveau des questions qui ont été soulevées, il y en a une qui revient assez fréquemment. Donc, dans nos établissements scolaires, effectivement, on a différentes activités. Et notamment des bâtiments industriels pour les enseignements professionnels, des internats, des locaux sportifs. Donc voilà, quand on a… donc déjà, est-ce que tout ce qui est atelier mécanique, internat, etc. rentre dans les fameux 1000 mètres carrés du décret tertiaire, visé par le décret tertiaire? Donc ça, c'est une première question. Donc je vous laisse y répondre peut-être. Voilà. Donc oui, la fiche internat existe. Donc, il y a des valeurs qui sont données en valeur absolue pour atteindre la valeur absolue sur le segment de l'internat. Donc, voilà. Donc, il rentre dans les 1000 m². L'internat rentre dans les 1000 m². Alors, en fait, oui, pour préciser aussi, c'est vrai que l'internat est bien considéré dans la partie, on va dire, enseignement. En revanche, j'ai vu une autre question. Hein, tout ce qui est restauration, c'est aussi du tertiaire. Mais c'est pas ça sera dans la partie, on va dire, ce qu'ils appellent restauration. C'est-à-dire qu'en fait, le seuil, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore eu de publication du seuil. Enfin, ça sera à rajouter, hein, on est d'accord. Donc, ça fait bien partie du décret tertiaire. Mais ça sera finalement un autre seuil qui sera défini dans la partie restauration. Voilà. Donc, ça se relie avec une autre question. Donc, c'était de savoir comment on doit prendre en compte les différentes activités des établissements et notamment donc, les internats, mais les locaux sportifs, etc., qui vont parfois avoir des valeurs seuil différentes en fait des établissements scolaires. Il faudra faire un prorata en fonction du nombre de mètres carrés de chaque partie de bâtiment. C'est-à-dire si la cantine fait 200 m², on aura 200 m² avec tel niveau de consommation, associé à par exemple un établissement d'enseignement de 1500 m² qui aura lui tel autre, et puis au final, ça fera un bâtiment de tant de mètres carrés qui doit respecter telle valeur. Autre question qui est compréhensible dans nos établissements scolaires, quand on a effectivement, tout à l'heure j'avais commencé à aborder la réponse, mais quand on a un groupe scolaire avec différents bâtiments sur différents sites donc qui n'ont pas la même assise foncière, donc, qui sont 3 rues plus loin, comment ça se passe? Parce que du coup on n'a pas forcément les 1000 m² sur une assise foncière propre. Comment ça se passe au niveau des déclarations, sachant qu'effectivement, donc là je complète la question, souvent vous allez avoir un seul organisme de gestion, donc un seul OGEC gestionnaire de ce groupe scolaire qui va être disséminé, je ne sais pas, par exemple sur 3 parcelles qui au total, les bâtiments feront par exemple plus de 1000 m², mais pris individuellement parcelle par parcelle, on est inférieur à 1000 m². Donc quelle préconisation vous faites au niveau des déclarations opérables? Pour moi, ils ne sont pas dedans. Si sur chaque parcelle, ce sont des bâtiments de moins de 1000 m², ils ne rentrent pas dans le décret tertiaire. Par contre, si un des 3 dépasse 1000 m², celui-là rentre dedans, mais pas les autres. Ouais, bien sûr. Je rebalaie. Où pouvons-nous trouver les éléments qui nous permettent d'apprécier notre consommation entre 2010 et 2020 sur la rigueur climatique? Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai dit vite, ou je ne sais pas si je l'ai dit. En fait, donc la consommation qu'on doit renseigner, c'est la consommation que j'ai dit telle qu'elle est facturée. Et en fait, l'ADEME va appliquer automatiquement une correction climatique. Et d'ailleurs, ça sera fait aussi pour toutes les consommations ensuite annuelles. C'est-à-dire qu'en fait, la rigueur climatique va être prise en compte pour corriger les effets climatiques, puisque, comme on le sait, le post-chauffage notamment est très climatique. Donc, c'est vrai qu'on pourrait tenter de prendre une année très froide. Je crois que 2010, par exemple, était une année très froide, mais il y aura une correction climatique appliquée sur la consommation 2010. Donc, en fait, il n'y a pas ce calcul-là sera fait par l'ADEME une fois que la consommation sera remplie dans la base.
Autre question, donc pour le use, y a-t-il des informations pour les exploitations agricoles et tous les ateliers pédagogiques propres à l'enseignement agricole? Donc c'est assez spécifique. Je ne sais pas si vous avez des éléments. Dans les valeurs de use qui sont sorties, moi, j'ai rien vu de spécifique sur ce sujet-là. Bah, dans les valeurs de use, il y a effectivement une catégorie qui s'appelle enseignement professionnel. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de spécificité dans le texte. Hein, là, on parle du texte. Il n'y avait pas de spécificité sur la partie agricole. Autre question, après, qui déclare sur Opérate, le propriétaire ou l'occupant? Donc là, comme Adeline, je vais faire un début de réponse, peut-être vous pourrez compléter. Donc vous avez bien vu que les deux sont co-responsables en fait de cette déclaration. On a des organisations différentes selon les conventions immobilières qui vous lient, des baux, des commodas, des prêts à usage, etc. Donc, effectivement, le financement de ces travaux de transition écologique et énergétique sont mis à la charge de différentes personnes, soit du propriétaire, soit de l'occupant, donc de l'OGEC. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous vous concertiez OGEC et associations propriétaires pour savoir comment vous allez déclarer et qui va se charger de cette déclaration. On a vu qu'on pouvait mutualiser au sein d'un parc. Peut-être que certaines associations propriétaires auront intérêt à prendre en main cette déclaration pour pouvoir mutualiser au sein d'un parc plus large qu'un simple établissement scolaire, donc au niveau d'un OGEC, etc. Ça, c'est des études qu'il y a à faire en amont avant de rentrer dans l'application Opérate. Je ne sais pas si vous pouvez compléter ou… Non, c'est ça, c'est exactement ça. Quoi. Il va falloir se mettre d'accord entre les deux et chacun aura ses actions à faire et il y aura faire une déclaration entre le propriétaire et l'exploitant. Je reviens juste, Sophie, j'ai cherché en même temps, hein, il y a une catégorie, par rapport à la question d'avant, juste sur le use de l'agricole. Il y a une catégorie qui s'appelle lycée d'enseignement général et technologique agricole, où il y a une valeur de use, mais c'est une valeur globale. Enfin, il n'y a pas de détails, en fait. Oui, entre ateliers et autres. Ouais. Mais en tout cas, il y a quand même une valeur, il y a une catégorie spécifique, il y a un NAF, en fait, aussi spécifique pour cette activité-là. Donc, mais c'est lycée d'enseignement donc général, technologique, agricole. Voilà, une autre question. Pourrons-nous dissocier les différents bâtiments anciens et récents sur un même site, bien que nous n'ayons qu'un seul point de comptage? Je vais laisser peut-être Olivier répondre. Je sais que c'est une question qui est aussi abordée dans la foire aux questions, parce que je suis allée plusieurs fois sur la foire aux questions de l'ADEME et vous avez des éléments de réponse aussi sur la foire aux questions. Allez-y. Ah non, moi, d'après moi, les deux, entre guillemets, se mutualisent entre l'ancien et le récent. Ça va faire une valeur moyenne, en fait. S'ils sont sur la même emprise foncière, un bâtiment ancien et un bâtiment récent, on fait, entre guillemets, la somme, pour moi, on fait la somme des deux. Mais il n'y aura pas de distinction sur la facture, de toute façon, vu qu'il y a un seul point de comptage. Donc, effectivement, sur les bâtiments, ils seront peut-être distingués quand on rentrera dans Opéra, mais après, la consommation sera globalisée. Donc, effectivement, il n'y aura pas de distinction de consommation. Je reballais. Ah, voilà, ça on peut le faire. Donc, il y a une question sur les bâtiments de moins de 1000 m². Doivent-ils être déclarés sur la plateforme Opérate? Eh bien, la réponse est non, en fait. Il y a vraiment ce seuil de 1000 m² de surface plancher pour être soumis à obligation de déclaration sur la plateforme Opérate. Pour l'achat d'un nouveau bâtiment, faut-il récupérer les consommations de l'ancien propriétaire? Ah oui, ça, je vous le conseille. Ça, je vous le conseille pour avoir l'historique, parce que on nous sollicite, hein, nous, bien sûr, pour avoir les historiques, mais nous ne pouvons donner l'historique qu'à la personne qui est titulaire du contrat, ou sinon par délégation. Donc, si vous achetez un bâtiment aujourd'hui, moi, je vous invite à récupérer l'historique de consommation, oui. Donc, voilà, je regarde si… Je prends un autre exemple. Vous achetez un bâtiment aujourd'hui, et vous nous sollicitez, nous, pour avoir l'historique des consommations. On ne pourra vous donner que l'historique des consommations, les vôtres. On ne pourra pas aller chercher ceux de l'ancien propriétaire.
Et Oui, quid je si t'invite à les récupérer. quid si ce bâtiment n'était pas chauffé à l'origine? Donc, on n'avait pas de consommation énergétique. Je sais pas. Alors là, voilà. Ça, c'est une question type qu'il faut poser dans Opera. Oui, ouais. Puis c'est vraiment du cas par cas. Enfin là, c'est vraiment des cas qui sont plutôt, je pense, isolés. Donc, je rebalaie rapidement, mais je pense qu'on va avoir balayé. Donc aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de regarder son patrimoine, récupérer ses surfaces, vérifier si oui ou non on est dans les plus ou moins de 1000 mètres carrés et commencer peut-être un travail de fouille, peut-être archéologique, pour retrouver les facturations. Et là-dessus, en ce qui concerne les factures et les index de gaz, enfin les index du moins, pas les factures, GRDF, les interlocuteurs qu'on vous a mis sur la carte, peuvent vous aider. Une question, on a répondu partiellement, mais peut-être c'était pas clair. On déclare bâtiment par bâtiment les surfaces, mais pour la consommation, cela n'est pas possible car un seul compteur. Oui, c'est ça. En fait, sur cette emprise foncière, il y a différents types de bâtiments. Donc, on ira décrire ça. On ira décrire qu'il y a un bâtiment à usage de ça, un bâtiment à usage de cantine, un bâtiment à usage d'internat. Voilà ce qu'il y a sur l'emprise foncière. Et le compteur, il n'y en a qu'un. Voilà. C'est ça qu'on ira décrire quand il faudra aller dans Opera, décrire son patrimoine. J'ai vu une question juste, Sophie, je ne sais pas, parce que du coup, je pense que je n'ai peut-être pas été claire sur, à un moment donné, la consommation de référence. Effectivement, quand j'ai parlé des deux options, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, vous déclarez une consommation de référence, voilà, et en fait, vous allez bien sûr chaque année aller renseigner votre consommation. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Opera va faire le calcul automatiquement. La conso 2030 va calculer par rapport à votre consommation de référence. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que effectivement, soit vous allez atteindre les moins 40%, et donc là, voilà, vous aurez atteint l'option valeur absolue. En face de votre établissement, il y aura également le seuil, le fameux seuil dont on parle, Use et CVC. Et donc, du coup, il n'y a pas de choix proprement à faire. C'est juste qu'effectivement, en fonction de tout ce que vous avez rempli dans votre bâtiment, bien, en fait, automatiquement, la plateforme fera les calculs et vous indiquera si vous avez atteint l'objectif, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'avais indiqué. En fait, c'était pour vous indiquer aussi en termes de stratégie, aussi voilà, si vous faites des audits, si vous commencez à réfléchir un peu à la cible, je voulais vous indiquer quand même qu'il y avait ces deux textes-là, enfin, l'option valeur relative et l'option valeur absolue, où vous trouvez tous les seuils sont publiés dans l'arrêté qui est public. Mais c'est vous qui allez décider quelle cible vous voulez atteindre sur telle emprise foncière. Et vous pouvez très bien, pour un premier bâtiment, de dire on va jouer la valeur relative et sur l'emprise foncière d'à côté, on va jouer plutôt la valeur absolue. Alors, on a eu des questions sur le coût des travaux et des sanctions, notamment pour les établissements qui n'auraient pas les moyens financiers. Alors, comme pour l'accessibilité, en fait, si le retour sur investissement est inatteignable, en fait, il y aura des possibilités de déroger à ces obligations issues du décret tertiaire. C'est des questions qui seront vues peut-être plus en détail. Là, c'est vrai qu'on était un peu contraint par le temps. D'ailleurs, je vois qu'il ne reste plus que 2 minutes, donc il va falloir clore ces échanges. Je vous invite vraiment à suivre la matinée de la journée immobilier où vous aurez beaucoup plus de détails sur les moyens de financement, les aides, puis les certificats d'économie d'énergie, l'optimisation de vos projets immobiliers en matière de transition énergétique. Donc voilà, je vois qu'on a aussi parlé de labellisation éco-école. Vous aurez un retour d'expérience aussi lors de ces journées immobilières sur comment rentrer dans la transition énergétique et les différentes possibilités des différents labels pour vous accompagner. Voilà, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, donc, sur la slide que vous avez devant vous, vous avez mon contact, hein, donc S de Sophie, trait d'union, lucis.pouvereau@snojec.org. Donc, n'hésitez pas à me remonter vos questions au fur et à mesure et nous tâcherons d'y répondre au plus vite. Et vraiment, je vous incite à assister à la journée immobilier qui, pour une fois, étant en distanciel pour cause sanitaire, sera ouverte au plus grand nombre. Voilà.
Donc, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de courage en fait pour ces travaux de transition énergétique vers lesquels on va devoir tendre de toute façon. Donc voilà, bonne chance à tous, bon courage et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. GRDF est là à nos côtés en tant que partenaire de la FNOGEC pour nous accompagner dans ces questions liées à l'énergie. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.